Monsieur Breitenmoser, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous la bienvenue. Le début du tour d'horizon, en fait, par des crises de la justice, non seulement en Hongrie, en Pologne, mais aussi en Roumanie et en Bulgarie. Les déficits systémiques de l'état de droit peuvent être sanctionnés par la procédure de sanction politique de l'article 7 du TEE. Toutefois, il s'agit d'une épée émoussée car l'unanimité au Conseil européen est requise pour qu'un État membre soit considéré comme ayant enfreint de manière grave et persistante les valeurs énoncées à l'article 2 du TEE. Des procédures au titre de l'article 7 du TEU ont été engagées contre la Pologne et la Hongrie, mais une décision au titre de l'article 7 du traité n'a pas encore été prise. La proposition de la Commission selon laquelle les États membres qui ne respectent pas les principes de l'État de droit peuvent être sanctionnés financièrement, c'est le mécanisme dit de l'État de droit, a été adoptée sous une forme très édulcorée, sous la forme du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020, établissant un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union. Le mécanisme de l'État de droit qui prévoit des normes très complexes est donc ainsi devenu une sorte de mécanisme de lutte contre la corruption. En outre, la Pologne et la Hongrie ont annoncé qu'elles avaient l'intention d'introduire un recours en annulation du règlement devant la CJUE en cas d'une telle mesure. Et conformément à la décision du Conseil européen, il faut d'abord attendre cette décision d'activer le mécanisme pour pouvoir l'inclure dans les lignes directrices relatives au traitement du règlement. Dans ce contexte, la CJUE est déjà intervenue auparavant à utiliser une série de procédures pour s'ouvrir un accès au contrôle du droit de l'Union, axé sur la garantie de l'indépendance judiciaire au niveau des États membres. Et au cœur de cette entreprise, on trouve l'article 2 du TUE sur la promesse d'état de droit de l'Union des valeurs. Comme Armin contre Bogdan Dil l'a noté à juste titre en 2012, l'idée d'activer l'article 2 du traité UE dans les procédures judiciaires semblait à beaucoup presque comme de la science-fiction juridique, comme dans Jules Verne. Cependant, l'utopie est rapidement devenue réalité. Mais regardons-y de plus près. Je vais essayer de vous redessiner en fait en 3 étapes l'évolution de la réflexion de la CJUE. Tout d'abord, tout a commencé par une affaire contre la Hongrie au sujet de l'abaissement de l'âge de la retraite des juges, des procureurs et des notaires. C'est une affaire qui date de 2012. On a constaté que le traitement différent sur la base de l'âge enfreignait les interdictions de discrimination. Ici, au fond, on n'a pas défriché de terrain dogmatique en aucune mesure parce que la jurisprudence en matière de lutte contre la discrimination a toujours été progressiste, peu sensible aux compétences. Mais la violation de l'indépendance judiciaire soulevée par l'avocat général n'a pas été examinée. En pratique, la décision n'a pas eu d'impact majeur. En effet, à la suite de la procédure d'infraction, le gouvernement hongrois a adopté une loi non discriminatoire offrant aux juges en repris-retraite une compensation lucrative comme alternative au retour. La plupart des personnes concernées ont opté pour l'indemnisation. La deuxième procédure de nature innovante au niveau dogmatique, du point de vue du raisonnement, s'inscrit dans une certaine tradition. Il s'agit en fait des mandats d'arrêt européens et des conditions de détention inacceptables en Hongrie, en Roumanie. Normalement, la confiance demande l'exécution d'un mandat d'arrêt dans toute l'Europe. Mais une nouvelle perspective a été adoptée au vu des différentes conditions de la justice en Europe. Selon la Cour, l'exécution d'un mandat d'arrêt doit être suspendue sous 2 conditions. Premièrement, si des informations objectives
fiables, précises et dûment actualisées sur les conditions de détention dans l'État membre des missions doivent démontrer l'existence de carences systématiques ou généralisées affectant des catégories spécifiques de personnes des installations de détention spécifiques. Deuxièmement, il doit exister des motifs sérieux, étayés par des faits, de croire que la personne concernée sera également exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux dans le cas d'espèce. Par cette décision, la CJUE réagissait à un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale sur le mandat d'arrêt européen du 15 décembre 2015. Jusqu'à cette décision, elle considérait le principe de confiance mutuelle dans ce domaine comme pratiquement irréfutable. Des impulsions importantes sont venues de plusieurs décisions, également de la Cour européenne des droits de l'homme sur des conditions inhumaines de détention. Et ni la Cour constitutionnelle, ni la CJUE ne pouvaient ou ne voulaient ignorer ces arrêts de façon permanente. Ensuite, mesdames et messieurs, il y a eu la deuxième grande étape qui est arrivée comme un coup de théâtre. Il s'agit de l'arrêt du 27 de 2018 sur l'association du syndicat des juges portugais, ASJP. Ces dernières années, il n'y a guère eu de décision de la CJUE qui a été si souvent décrite comme un arrêt révolutionnaire. Kuhn Lennartz et d'autres comparent cet arrêt à Fangentenlos et Costa Enel. En réponse à la crise de la dette souveraine dans un cadre de programme d'assistance financière de l'Union, les salaires des membres de la Cour des finances portugaise ont également été réduits d'un certain pourcentage. La CJUE estimait que cette réduction était compatible avec le principe de l'indépendance judiciaire, car la mesure s'appliquait également à d'autres titulaires de charges publiques et ne s'adressait pas spécifiquement aux membres du tribunal de Contas. Et les réductions n'étaient que temporaires. Ce qui était spectaculaire dans cet arrêt, c'est tout le raisonnement dogmatique qui a mené à ce résultat. La CJUE lie l'article 19.1, deuxième alinéa du TUE, avec l'article 2 du TUE et l'article 47, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux, et tire de ces dispositions l'obligation des États membres de garantir le recours aux tribunaux nationaux et une protection juridique efficace. La condition préalable à une protection juridique efficace est, selon l'article 47.2 de la Charte, l'existence de tribunaux indépendants et impartiaux. La notion d'indépendance suppose notamment que l'organe en question exerce ses fonctions juridictionnelles en toute autonomie, sans être lié ou subordonné hiérarchiquement à une quelconque autorité et sans recevoir d'ordre ou d'instruction d'une quelconque autorité, et qu'il soit ainsi protégé contre toute intervention ou pression extérieure qui pourrait compromettre l'indépendance du jugement de ses membres et influencer leurs décisions. Alors, quel est le côté sensationnel de cette décision? La norme organisationnelle de l'article 19.1, deuxième alinéa du TUE, selon laquelle tous les États membres sont tenus de créer les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridique effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union, devient, par l'article 2 du TUE à l'article 47 de la Charte, une norme générale de contrôle des règles de droit. Et avec le postulat de valeur programmatique de l'article 2 du traité UE, on transforme en norme effectivement justiciable à la manière d'une clause de sauvegarde structurelle cette disposition. Cette approche contourne l'article 51.1 de la Charte qui régit l'applicabilité de la Charte. Au lieu de cela, l'accent est mis sur les domaines couverts par le droit de l'Union. Et ça a comme conséquence, en fait, que toutes les juridictions des États membres doivent se soumettre à ce contrôle. Il s'agit alors d'un contrôle de l'état de droit supranational et la tendance systématique du contrôle de l'état de droit s'adresse à des infractions individuelles et concrètes. Et la légalité de la procédure, en fait, n'est plus confiée comme tâche à la CJUE que lors du contrôle d'une décision
et on arrive à un contrôle systémique de fond avec cet arrêt. C'est un danger pour l'équilibre fédéral et dès lors qu'on peut interpréter cela de manière très restrictive dans le sens d'une norme minimale européenne. Cette jurisprudence a d'autres conséquences qui se sont concrétisées de différentes manières. D'abord, dans le cadre d'une procédure préjudicielle. Ici, je veux notamment parler de l'affaire LM, où la Cour, pour la première fois, s'est saisie d'une suspension du mandat d'arrêt européen pour manque d'indépendance judiciaire systémique ou générale. En l'occurrence, la réforme de la justice en Pologne et les nouvelles dispositions débouchaient sur cette suspension de l'exécution du mandat d'arrêt européen. Le principe de la confiance mutuelle repose également sur le principe selon lequel les tribunaux pénaux répondent aux exigences d'une protection judiciaire efficace qui implique qu'ils soient indépendants et partiaux. Lorsqu'une personne concernée affirme qu'il existe dans un État membre des carences systémiques ou au moins générales qui, selon elle, sont susceptibles de porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire et donc à la substance même de son droit fondamental à un procès équitable, l'autorité judiciaire qui se voit demander l'extradition doit procéder à un examen en deux étapes analogues à ce qui a été fait pour Aragnosi. Et ensuite, il y a une autre affaire, un arrêt de 2018 sur la réduction de la rémunération des juges en Espagne. La chambre disciplinaire, au bout de la procédure, est estimé en fait que le droit avait été respecté. Ici, donc, la Cour s'est abstenu en fait de condamner une telle réduction parce que malgré la réduction des salaires, elle estimait que si les juges pouvaient encore s'acquitter de leur rôle, eh bien cela restait légal. Alors que, disons, d'une autre affaire en Pologne, là, il est clair que les mêmes points ont été attaqués à partir du moment où ces différents critères d'indépendance n'étaient plus analysés individuellement, mais collectivement. Et là, on a souligné donc la règle de désignation des juges en fait ne pouvait être remis en doute. Pas plus que la neutralité des juges ainsi désignés et un recours a été donc on est découlé. Et contre la Pologne, il y a eu encore une autre affaire, il s'agissait de l'abaissement de l'âge de la retraite ainsi qu'un traitement inégal des hommes et des femmes dans le système judiciaire ordinaire. Et cette fois, on a repris en fait le même raisonnement que pour l'affaire on a mis l'accent sur les modalités du mandat de juge au sens où les juges sont nommés par le ministre de la Justice. Et l'indépendance, en fait, des juges ne doit pas être remise en question et notamment, il faut qu'ils soient indépendants de toute intervention, influence extérieure. Et dans le contexte de la réforme
de la justice. Si ces éléments ne sont pas présents, les justiciables pourraient perdre confiance face aux juges et au ministre de la Justice. Et une attention particulière donc devait être portée à l'âge de la retraite. Eh bien, après tout ce qui précède, il apparaît que la procédure d'infraction s'avère un peu plus efficace pour le contrôle de l'état de droit que la procédure de renvoi, car ici, la charge concrète du contrôle n'incombe pas à la juridiction de renvoi. Le contrôle est plus large et la multiplicité des procédures de renvoi est parfois difficile à maîtriser. En outre, en cas de non-exécution d'un arrêt rendu dans le fait des procédures d'infraction, la possibilité d'imposer une astreinte dont la procédure d'infraction, en effet, prévoit cette astreinte. Cependant, dans les décisions décrites ci-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne fait une fois de plus fi de l'ordre des compétences du droit primaire européen étant son propre accès de contrôle d'une manière problématique. Cette approche est soutenue par l'affirmation répétée de l'autonomie du droit de l'Union qui, selon la conception de la CJUE, autorise la création de droits de grande envergure. La procédure de sanction de l'article 7 est vide de facto et le nouveau mécanisme de l'état de droit a une efficacité limitée. À long terme, en fait, il me semble que les coûts de la juridiction sur le conflit de l'état de droit pourraient être élevés par l'intermédiaire de l'article 19.1 du TUE, paragraphe 2, en liaison avec l'article 19.1 du TUE, a obtenu le plein accès à tous les domaines non harmonisés. Et, en l'occurrence, ça pourrait conduire à des conflits très fondamentaux, au plus tard dans le contrôle des règles démocratiques dans un État membre, mais probablement même plus tôt en amont, en fait. Car si l'on prend les déclarations de la CJUE au sérieux, l'organisation du système judiciaire en Suisse, par exemple, et dans de nombreux autres États membres de l'UE, serait contraire au droit communautaire, et ce qui ne doit pas inquiéter les collègues suisses autant que les collègues allemands. Comme on l'a vu dans le cadre de la suspension de l'exécution des mandats d'arrêt, si on estime que le pouvoir exécutif, le ministère de la Justice ou tout autre représentant de l'autorité peut influencer les juges, alors une suspension peut être bel et bien prononcée. Et comme on le voit, cependant, les choses ne vont pas toujours de la sorte avec l'affaire de l'exécution de mandats d'arrêt européens en Irlande émis par le ministère public de Lübeck et Zwickau. Ici, des doutes exprimés par le tribunal administratif de Wiesbaden concernent sa propre indépendance vis-à-vis du pouvoir législatif et exécutif. Parce que, premièrement, les juges sont nommés et promus par le ministère de la Justice et, deuxièmement, l'évaluation des juges par le ministère de la Justice est régie par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux fonctionnaires. Troisièmement, les données personnelles et coordonnées des juges sont gérées par le ministère de la Justice qui a donc accès à ces données. Et quatrièmement, les fonctionnaires peuvent être nommés juges temporaires pour répondre aux besoins en personnel temporaire. Et cinquièmement, le ministère de la Justice détermine l'organisation externe et interne des tribunaux, l'affectation du personnel, les moyens de communication et l'équipement informatique dans les tribunaux et décide par ailleurs également des missions des juges à l'étranger. La CJUE a beaucoup de mal à lever ses doutes, demande de manière quelque peu nébuleuse que tous les facteurs pertinents devraient être évalués, conclut ensuite que les aspects mis en avant, pris isolément, ne sont pas suffisants pour faire naître des doutes quant à l'indépendance. Cela aurait pu être perçu complètement différemment cependant, compte tenu de la norme de contrôle établie. Et j'aimerais conclure en disant qu'il sera difficile de, en fait, justifier pourquoi certaines affaires ne sont pas traitées à la même aune. Il sera difficile de refermer cette nouvelle boîte de Pandore explosive.